Et on va aller tout de suite vers la prochaine session, qui est une session de communication libre. Et ce que j'aurais bien aimé faire, si ça vous convient, c'est demander aux dames de l'Assemblée de venir modérer avec moi, qu'on fasse une session de modératrice purement féminine pour une fois. Et puis, je compte sur un monsieur pour faire une photo, hein. L'Académie est en train de se féminiser. Ça serait très chouette que vous veniez me... On a une dame qui est déjà au pupitre. Et... Merci beaucoup. Et je compte sur l'un d'entre vous pour faire une petite photo de l'événement. Et donc, notre première oratrice, c'est une femme, Dr Gina Crissa, la chirurgie, équilibre entre art et science. Madame la Présidente, merci de l'invitation pour donner cette conférence à l'Académie de chirurgie. C'est une espèce de revue puisque je trouve qu'aujourd'hui, la chirurgie, elle se pose des questions, plus précisément le métier de chirurgien, comment on se situe avec toutes ces avancées depuis la création de cette discipline qui existe depuis l'Antiquité, si on veut remonter dans l'histoire. J'avais déjà présenté cette communication dans un congrès international de chirurgie du foie, mais je trouve qu'elle s'applique à toutes les disciplines chirurgicales. Jusqu'au XXe siècle, de l'Antiquité au XXe siècle, je dirais que la chirurgie s'est divisée en deux parties. Une partie que j'appellerais l'ère humaine et qui va jusqu'à carrément la moitié du XXe siècle, où elle est définie par des travaux d'anatomique, l'apprentissage du corps humain, la découverte des organes, la découverte de la discipline. L'apprentissage se faisait dans les écoles et par compagnonnage. Et à partir de la fin du XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle jusqu'à nos jours, elle est beaucoup plus technologique, de plus en plus technologique, de plus en plus dépendante de dispositifs médicaux, de machines. Tout le monde se rappelle la téléchirurgie avec l'opération de Lindbergh. Euh, L'implication et l'apparition de l'intelligence artificielle, de nouveaux modes d'apprentissage, de nouveaux modes de langage, au point que la chirurgie, qui étymologiquement est définie comme le soin par les mains ou prolongé par l'instrument, et devient de plus en plus dépendante, une chirurgie à travers de la vision, et un petit clin d'œil au professeur Rosenblum et son œil d'Horus que je tiens à rappeler. Alors, pour savoir où l'on va, il faut toujours savoir d'où l'on vient, et un petit rappel de comment est arrivé le métier de chirurgien. Et c'était une expression qui vient de Jean-Claude Coffinhal, et pour montrer le passage de la chirurgien ou du chirurgien 1.0 au chirurgien 4.0. Alors tout d'abord, jusqu'au XIIIe siècle, la chirurgie, elle a traversé diverses périodes. Il y a eu la première période où on n'était même pas des médecins, même pas des chirurgiens, on était considérés comme des barbiers. Alors c'était la guéguerre des barbiers à robe courte, là, avec ceux à robe longue. Ceux de robe longue étaient un peu plus lettrés que la robe courte. Mais quoi qu'il en soit, on n'était pas médecin, on ne savait pas parler latin, on était à peine toléré éventuellement à écouter certains cours. Bref, nous étions des barbiers chirurgiens. Il y a eu quand même la première confrérie pour valider que je dirais que c'est l'ancêtre de l'Académie nationale de chirurgie, la fameuse confrérie de Saint-Côme et Saint-Damien qui a été créée sous Saint-Louis. J'espère un jour voir le jour de ce lieu. Et du XIIIe au XVIe siècle, je dirais que quand même la chirurgie, elle a sombré. Il y a eu les guéguerres entre les différents barbiers. Il y a eu quand même, on était sous la coupole de l'Inquisition, le clergé. Le clergé était des médecins, ils ne considéraient pas les chirurgiens comme des médecins. La deuxième chose, c'est qu'on avait une connaissance limitée puisque tous les travaux d'anatomie étaient faits sur l'animal. C'était l'anatomie de Galien. Et on s'est rendu compte plus tard qu'on s'était malheureusement bien trompé. Donc il a fallu attendre vraiment le XVIe siècle. Et effectivement,
celui qu'on appelle aujourd'hui le père de la chirurgie moderne, Ambroise Paré, les travaux de Léonard de Vinci, les travaux donc de André Vézal, qui a corrigé un peu l'anatomie du corps humain et il a corrigé les travaux de Galien. Et bien sûr, Léonard de Vinci, qui lui-même a fait des travaux d'anatomiste, comme l'homme de Vitruve, mais surtout, c'est un des premiers qui a dessiné un fœtus in utero. J'ai essayé de reproduire, je n'ai pas pu, mais c'est quand même une image, un tableau à voir. C'est le premier qui a dessiné un fœtus in utero et c'est absolument incroyable de savoir à quel moment il l'a fait. Et du 16e au 18e siècle, enfin, sous Louis XV, la création de la première Académie royale de chirurgiens, où carrément le métier de chirurgien était validé. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu la Révolution française, patatras, éclatement de l'Académie de chirurgie, et il faudra attendre le 19e siècle, 1843, pour que, de nouveau, l'Académie de chirurgie soit créée et qui est autonome. Il faut bien rappeler, il y a l'Académie de médecine qui est l'Académie de chirurgie, qui est complètement autonome de l'Académie de médecine, mais qui est aussi considérée comme une discipline, partie intégrante donc de la discipline médicale. Et c'était l'époque, à partir du 19e siècle, effectivement, je dirais que là, vraiment, il y a eu un essor de la chirurgie, il y a eu le progrès de l'asepsie, de l'anesthésie, l'hémostase, les travaux sur la circulation sanguine. Donc là, on a vu les plus grosses, les plus grandes découvertes entre les chirurgiens vasculaires, les chirurgiens hépatiques, Pringle, De Baker et j'en passe, et tant d'autres. Et au XXe siècle, René Le Riche, d'ailleurs, avait écrit un superbe livre la philosophie en chirurgie. C'était un des premiers qui a commencé à dire, elle changera. Il a écrit en 1950 et il avait déjà prédit que la chirurgie deviendra de plus en plus technologique. Et effectivement, le XXe siècle, il y a eu des prouesses, la transplantation, la chirurgie encore ouverte, les progrès de l'imagerie, les progrès de la technologie, les chirurgies mini-invasives, et j'inclus l'endoscopie, la célioscopie et les instruments aussi. On a tous commencé à opérer avec les ciseaux, les clans, les ligatures. Maintenant, on a des instruments Cooper, des pinces automatiques et qui réduisent le temps opératoire. Et parallèlement, il y a quand même les progrès. On commence à comprendre que ce qu'on fait, on ne se contente pas d'opérer et de voir, on étudie quand même nos résultats. Est-ce que ce qu'on fait, c'est juste enlever un organe, couper et recoudre? Est-ce que c'était, au départ, c'était une chirurgie, je dirais, plus traumatologique pour devenir une chirurgie de plus en plus spécialisée qui traite les maladies. Donc là, on a voulu aussi savoir comment on analyse nos résultats, comment on évalue ce qu'on fait juste, est-ce que c'est bon pour le patient, qu'est-ce qu'on fait pour telle ou telle pathologie, puis c'est l'avènement de ce qu'on appelle en bon français l'evidence-based surgery ou la chirurgie basée sur des preuves, où il a fallu un peu prendre exemple sur nos collègues les médecins et de analyser ce qu'on fait. C'est la période de faire des études cliniques, des études randomisées, que prouver que la décision médicale doit être basée sur des preuves scientifiques et non pas sur notre propre expérience personnelle. Alors, pléthore, c'était nombre d'articles, c'était la course, je dirais, à la publication scientifique, malheureusement, il faut le dire, la course aux tests significatifs, mais des statistiques on peut faire dire ce qu'on veut, il faut aussi publier, si vous me permettez l'expression, publier juste. Donc, il y a eu aussi l'approche scientifique qui, parallèlement le développement de la chirurgie, il y a eu le développement aussi de la recherche scientifique. Et on se pose des questions, d'ailleurs ce sont des chirurgiens qui ont écrit ces articles, comment valider une étude clinique? Il y a beaucoup de scores, le JADAT score, le consort statement, le niveau de qualité de la publication. On utilise le grading system, les recommandations ou les guidelines, Delphi méthode, la grille instrument et même les innovations chirurgicales. On utilise le système idéal. Donc, on a conscience qu'on peut, ce n'est pas simplement évoluer, opérer, il est important de valider et il est important aussi de valider scientifiquement, ce qui prouve que la chirurgie est aussi une discipline scientifique et donc ça se faisait parallèlement. Mais bah, avec euh, euh, l'auto-évaluation, on voit bien que tout change. Même la recherche scientifique ou la recherche clinique change. Au départ, c'était la course des essais randomisés. On se rend compte que ce n'est pas suffisant.
qu'il y a eu des biais, que les populations sont sélectives, que le suivi à long terme de ces tests population n'était pas réel en vie réelle. Et donc, c'était l'avènement, apparition de ce qu'on appelle les données de vie réelle ou le real world data, d'où l'importance de création de registres et de étudier et suivre ces patients, peut-être même à vie. Il ne s'agit pas de suivre soi-même, mais créer cette culture là où on est, de comprendre, de suivre ces patients au long terme par l'équipe, puisque l'équipe, elle reste. Alors, on arrive, bien sûr, à partir de la deuxième partie donc du XXe siècle, effectivement, ça a commencé par le progrès de l'imagerie, l'avènement de l'intelligence artificielle et bien sûr l'apparition de la robotique. La réalité, l'imagerie, elle a donné beaucoup de progrès effectivement en chirurgie. Elle a permis d'abord la planification du geste. Deuxièmement, elle permet d'éviter les erreurs. Troisièmement, elle permet de bien situer la cible qu'on veut traiter. Et on a créé la réalité augmentée qui permet d'apporter un peu plus de sécurité aux gestes opératoires. En cela, ça se rapproche un peu euh, de l'aéronautique, mais je laisserai notre pilote qui va parler donc de cette approche. Mais effectivement, à partir de fin 20e siècle, début 21e siècle, effectivement, la chirurgie, on a pris plus modèle sur l'aéronautique avec la simulation, avec la planification, avec l'entraînement. Et cette chirurgie qui était avant plus manuelle est devenue ce qu'on appelle aussi une chirurgie qui est plus en plus guidée par la vue, ce qu'on appelle chirurgie 4.0 aujourd'hui. Alors, pardon, là je suis allée, voilà. Et que fait-on en science? Et que fait-on, comment évalue-t-on ces chirurgiens? Le problème, c'est que la technologie évolue très, très vite. Et des fois, l'humain, il met du temps à s'adapter à cette évolution. Alors, il y a eu beaucoup de papiers où on se sent un peu perdu. On ne sait plus comment on évalue le chirurgien. Est-ce qu'on se base sur purement une performance technique? Est-ce que, il faut qu'il sache naviguer en simulation et ça veut dire que tout de suite, il sera un bon chirurgien? On peut le laisser opérer sans aide, sans maître, sans mentor. Que veut dire le machine learning? Il y avait tout un process qui a commencé à apparaître à côté, où beaucoup de papiers, et effectivement, on a mis du temps à s'approprier les termes, et il a fallu apprendre une nouvelle nomenclature qui n'était pas de prime abord naturelle pour nous, et qui était plus, je dirais, technologique que technique, que clinique. Et donc, on arrive au concept, bien sûr, l'apprentissage par la machine, l'avènement de l'intelligence artificielle qui permet donc d'établir des stratégies diagnostiques, thérapeutiques, décisionnelles et qui est basée surtout sur la création d'algorithmes et donc les données, les datas pour arriver même, on peut même dire que c'est une nouvelle spécialité puisqu'on l'appelle comme ça. J'ai vu que dans certains hôpitaux, il y a des départements qui s'appellent Department of Artificial Intelligence Surgery. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font dedans, s'ils utilisent tout corps humain, mais on a l'impression qu'il n'y a plus de spécialité. Il y a juste le data, je mets les données, il va me dire quoi faire et je fais. Donc, on commence à avoir des doutes, on ne sait pas où se situer. Et il est vrai que la chirurgie robotique, l'avènement du robot chirurgical, s'adapte avec l'intelligence artificielle, puisqu'elle est carrément intégrée, puisque là, on est déjà dans une nouvelle génération de robots où les gestes sont de plus en plus automatisés, où à la limite, le chirurgien, il contrôle, mais pas tout. Et il peut se laisser guider par le robot. C'est là où il y a peut-être confusion et il est très important que l'impact, je dirais, pas psychologique, mais l'impact intellectuel sur le chirurgien qui a été formé à d'autres techniques a été long à maîtriser. Et on a un peu peur. Alors on dit comment on va faire maintenant, comment je vais apprendre à mes jeunes internes. Il y a un changement de pratique. La digitalisation des soins, le changement de pratique, le robot, l'IA, il faut apprendre des nouveaux mots, une nouvelle nomenclature, les large language models, les modèles de langage visuel, les modèles de langage linguistique, savoir ce que c'est qu'un prompt,
On entend IA génératif, IA agentique, et il y a aussi un impact sur les publications scientifiques, parce que je rappellerai toujours qu'un chirurgien est aussi un scientifique. Il teste toujours ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Que la technologie a avancé, on découvre quand même l'IA n'est pas si performante. S'il n'y a pas le contrôle humain, on découvre qu'il y a des taux de ce qu'on appelle les termes hallucinatoires et que le papier n'est pas bon. C'est pour ça que plus tôt le chirurgien maîtrise toutes ces nouvelles technologies, plus tôt on arrive à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et donc le contrôle humain de cette nouvelle intelligence est très importante en tous les cas au jour d'aujourd'hui. Alors, on est arrivé à créer des nouveaux scores pour pouvoir valider un papier qui est publié. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que quand il y a une technologie, il faut maîtriser tout ce qui est autour, même la validation scientifique d'un papier. Et si on n'arrive pas, ben on peut laisser passer des erreurs. Et c'est là où c'est très important. Alors, en disant tout ça, comment est le chirurgien d'aujourd'hui? Eh bien, il aime, c'est très joué, on adore tester. Le robot, je suis un peu en retard, et il a peur quand même de disparaître. Et c'est vrai que on se demande si on va être esclave du codage de la pensée. Est-ce que toute notre évaluation, elle va être numérique ou elle va être aussi clinique? Alors on est un peu perdu. On a peur de perdre de notre liberté intellectuelle et on se demande si on est dans l'involution ou l'évolution du chirurgien. Ce sont des questions qui se posent pour certains et on ne sait pas si on est passé de Barbie à chirurgien, on a appris les mathématiques, on a simulé un petit peu le pilote, va-t-on devenir des simples automates? Je rappelle que la technologie, la définition, elle a été créée pour libérer l'homme de tâches répétitives et pénibles. Alors, il faut se poser la question, considère-t-on que la chirurgie est un métier pénible et des tâches répétitives? Est-ce que l'hôpital est devenu une usine à soins? Est-ce que nous sommes condamnés à travailler à la chaîne ou bien à produire? Et je rappelle, ça c'était une partie des temps modernes, comme quoi les artistes en 1931, Charlie Chaplin avait tout compris. Est-ce qu'on considère qu'on est un ouvrier dans une usine à soins? En ce qui me concerne, je ne le pense pas. Ce qui nous sauve, c'est que notre discipline, elle fait rentrer l'éthique. C'est un mixte entre Rabelais et René Descartes. Prouver ce qu'on fait, penser, méthodologie, l'éthique, selon Rabelais, est là. La qualité est supérieure à la quantité, l'humain toujours au service de l'humain en premier. Et je vous invite à lire ce papier écrit par Scott Steele, un chirurgien colorectal. Ne jamais oublier le un derrière l'algorithme. Il faut comprendre que quand on peut opérer 100 patients, eh bien, un patient est égal à 100 patients. Toujours sauver une vie, traiter ce patient, ne pas être là pour juste produire des gestes sans conséquence. Et ça fait partie intégrante du chirurgien. Mais deuxièmement, c'est la partie aussi artistique que je considère qui fait part de ce métier. Pourquoi? Parce que ça fait appel à notre imagination, à notre créativité. On est observateur. Ça fait appel à nos sentiments comme l'empathie, l'émotion. On reste curieux. Toutes ces qualités artistiques ont permis des innovations chirurgicales type transplantation et ses dérivés comme le split, comme un foie réduit, pour sauver la mère et le petit, les xénogreffes, les hépatectomies, les chirurgies interventionnelles, etc., le laser, etc., etc. Et comme dirait Einstein, l'imagination est plus importante que la connaissance. Alors, art et chirurgie, pourquoi? Les artistes font appel aux écoles, d'ailleurs on dit école des beaux-arts, ils font appel aux maîtres, ça peut être l'école de Picasso, l'art culinaire, puis au Ducasse, Dior, la haute couture. L'école de chirurgie, c'est pareil. Notre enseignement, même, il est dans les deux disciplines d'ailleurs, on a une partie technique et une partie artistique. L'art culinaire ou l'art peinture, il faut apprendre à savoir manier le pinceau, mais il y a la partie créativité. Bien, la chirurgie, c'est pareil. Et pourquoi les écoles, d'ailleurs, on dit école de chirurgie, on ne dit pas faculté de chirurgie. Ça fait quand même appel au mentorat et à la transmission des savoirs, parce que c'est comme une sorte de guide. Ça ne veut pas dire qu'on est dépendant, mais ça nous élève, ça nous apprend à penser, ça nous apprend à aller au-delà de soi-même. L'enseignement selon Socrate, la transmission des savoirs, pensez Platon et à Aristote.
Et les maîtres d'hier, j'en ai mis quelques-uns, comme Thomas Starzl, comme Cluno, comme Pringle, comme Lorca Jacob et M. Bismuth, et on arrive à l'ère d'aujourd'hui des nouveaux maîtres. Quelle question? Bien sûr, ça Altman, Musk, Gates, c'est la tech. C'est les nouveaux maîtres d'aujourd'hui sur la tech. Alors, faut-il s'adapter ou refuser? Faut-il se considérer comme l'esclave des technologies ou au contraire les maîtriser pour ne pas en dépendre? Quand on voit à nouvelles créations comme de l'IA générative, qui est déjà considérée comme vieille, on est arrivé à l'IA multi-agentique. De plus en plus, on veut remplacer le facteur humain. Quand on entend parler des jumeaux numériques, des organes numériques ou organes virtuels, ça peut nous faire peur. Et moi, je pense que ça peut être une avancée pour peu qu'on maîtrise cet outil. En fait, il ne faut pas avoir peur de la technologie. En ce qui me concerne, c'est le narratif qui est associé qui est faux. Parce qu'on considère qu'une IA peut penser. C'est faux. L'IA ne pense pas. Elle répond à une question que vous posez. Mais l'IA est un outil qui peut absolument améliorer. Et quand je dis que le chirurgien, pour moi, il doit s'approprier ces nouveaux outils, il doit toujours garder le facteur humain parce qu'un chirurgien, il n'opère jamais une image. Il se pose toujours la question qui, quoi, quand, comment et pourquoi. Et l'éthique fait partie intégrante, selon le serment d'Hippocrate, en premier ne pas nuire. Pour moi, l'apprentissage est mixte. Il doit être technologique, digital et humain. Il faut garder une liberté, une certaine liberté pour permettre une innovation et toujours garder notre jeunesse et notre curiosité et toujours se rappeler qu'il n'y a pas d'investigation humaine si on ne peut pas la démontrer par mathématiquement et donc prouver que ce qu'on a dit est juste. J'en reviens à la notion de, de Descartes. Je rappelle que, bon, puisqu'on est dans l'école des maîtres, je suis obligée de parler de mon maître, Monsieur Bismuth, qui a manié les deux, qui s'est approprié la technologie, qui sait ce que ça veut dire une innovation et une découverte, qui sait faire la part des choses. Et pour terminer, après toutes mes lectures, une seule définition du chirurgien me paraît appropriée, c'est celle de Paul Valéry, qu'il a présentée lors de son discours aux chirurgiens en 1936, invité par Henri Monmort. Et je trouve que cette définition, elle reste toujours d'actualité. Et je vous remercie. Très jolie présentation. Et je pense que ça va susciter un certain nombre de questions. Je crois que Hubert a une question. Hubert Joannet, notre vice-président. Merci Gina pour toutes ces réflexions qui sont toujours nécessaires pour remettre les choses à la base. Alors, moi je crois que ce qui est rassurant pour nous, c'est que, pour faire deux commentaires, c'est que nous ne faisons pas un métier virtuel. Et parce qu'on est aux prises tous les jours avec un patient, jamais la même anatomie, jamais la même pathologie. Et ça n'a rien à voir avec les caissières qui passent des codes barres devant un scanner. Et donc, il y a tout un tas de métiers qui sont en train de devenir virtuels. Alors que nous, on est vraiment dans l'artisanat. Je trouve que c'est assez parallèle quand on fait des anastomoses vasculaires sur des petites structures avec ce que font les ouvriers d'art. En fait. Après, c'est vrai que tu l'as dit, on a fait des progrès avec la radiologie, enfin l'imagerie, la technologie. Mais ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'on ne voit toujours pas quand on opère. C'est-à-dire que quand un chirurgien thoracique fait plutôt des segmentectomies que des lobectomies, ou quand en chirurgie hépatique, on va aller chercher une tumeur au milieu du foie, ou en chirurgie mammaire, également une tumeur au milieu du sein, on ne la voit pas. On la voit avant l'opération, mais on ne la voit toujours pas pendant l'opération. Et ça veut dire, enfin si on la voit par des moyens indirects ou déductifs, ça veut dire que ce sont des progrès technologiques que nous attendrons, nous, de voir avec des lunettes virtuelles la lésion dans l'organe pour contrôler encore mieux notre geste et de rendre plus en plus possible. Le deuxième commentaire, c'est que tu as beaucoup insisté sur l'évaluation de ce qu'on fait. Donc ça sous-entend déjà que les médecins et les notions acceptent la transparence.
ce qui n'est pas encore acquis. Mais surtout, il y a des médecins qui font des publications, ce n'est pas forcément ceux qui opèrent le plus. Non. En France, la chirurgie, toutes spécialités confondues, elle est faite en privé. Donc, 60% des chirurgiens qui travaillent tous les jours, qui travaillent bien, qui travaillent beaucoup. Mais ces gens-là ne sont plus en situation de publier. Toujours dit qu'ils sont très, très rares. En revanche, dans les unités spécialisées, il y a des gens qui ont l'expertise pour monter des études, analyser les données, etc. Sauf que en France, la recherche chirurgicale, elle est basée sur ces chirurgiens-là, qui représentent moins de 10% des chirurgiens. Tu as parlé des données en vie réelle. Un des enjeux très importants, ça va être que tous ces chirurgiens qui travaillent bien, beaucoup, ils puissent. On ne va pas leur demander de publier parce que c'est maintenant devenu très compliqué de publier. J'ai reçu aujourd'hui, ce matin, là, j'ai vu arriver un article publié par l'équipe de Cochin, justement sur le maillage, l'intérêt du maillage aux hépatectomies. Cet article fait 45 pages. Ça n'est plus à la portée d'un chirurgien libéral qui opère dans la journée, etc. En revanche, les chirurgiens qui savent publier, monter les études, analyser les résultats, publier, ces gens-là, il faut qu'ils bénéficient des données qui sont fournies, qui devraient être transmises par ces chirurgiens les jours qui doivent transmettre ces données aux bons endroits. Et ça nous fera faire énormément de progrès. Parce que la recherche clinique en chirurgie en France, quand on voit les séries publiées par les Chinois, ou même les Américains, etc., moi, je pense que ces gens-là sont des héros. Hein, parce qu'ils travaillent beaucoup, mais ils peuvent publier des choses qui sont quand même non, mais qui sont de qualité. Mais je veux dire, on a affaire à une concurrence qui est devenue incroyable. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Une question de Jean-Pierre Rosenbaum. Oui, ophtalmo. Oui, oui. Alors au niveau de l'intelligence artificielle, alors c'est vrai que, alors dans un article que je viens de sortir justement, j'ai utilisé, je crois, ce qui est un néologisme, qui est la notion de exocerveau, au même titre que exosquelette. Derrière ce mot-là, il y en a deux. Il y a exo et cerveau, et en fait, il y a derrière ce terme non seulement le terme, mais également ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que le chirurgien doit considérer que l'intelligence artificielle n'est pas un concurrent, c'est quelque chose qui va amplifier ses possibilités par les différents éléments que tu as évoqués. Alors après, par rapport aux données que tu évoques, le fait de profiter des données du chirurgien qui irait augmenter les données des personnes effectivement qui ont le temps de les préparer. Alors il y a un gros problème, c'est le problème d'avoir des données homogènes. Et si les données ne sont pas homogènes, il y aura des biais et à ce moment-là, l'intelligence artificielle va disparaître. Et c'est tout le problème de l'homogénéité et également des données en silo ou des données en open source. Et donc, si tu fais de l'open source, il faut vraiment un contrôle des données et il faut que les personnes qui mettent les données dans la machine soient vraiment des personnes référentes. Et c'est tout le problème. Et c'est un problème qu'on devra gérer, notamment pour intégrer l'intelligence artificielle. Il y a des challenges. En plus, la partie énergétique, la partie RGPD, la partie protection des données, etc. Donc, ça fait partie de toute la problématique. Hein, voilà. Il faut que ça soit la vigilance et puis carrément les sociétés savantes ou autres qui soient garants de la sécurité des données. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de voler les données de quelqu'un, ce que je trouve inouï. Oui, des centres différents. Oui, être des garants et vraiment garants de la sécurité parce que c'est la course aux données aujourd'hui, hein, on le sait, même de l'étranger. Donc, effectivement, il faut juste concevoir ça et savoir pourquoi on le fait. Parce que c'est ça qui compte. Hein. Ouais. Maintenant, il y a des logiciels d'ailleurs, il y a des règles pour les logiciels qui assurent la confidentialité des données, la transmission à certains endroits, pas à d'autres. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a des référentiels qui sortent régulièrement pour dire que c'est ces logiciels-là qui permettent de faire ça, etc., pour que les données aillent aux bons endroits. Mais je pense que c'est quand même. Je pense que l'académie en tant que telle a un rôle là-dedans. Pour deux raisons. Parce que, effectivement,
c'est de plus en plus pris avec les médecins, tout quand on les entend parler. Il y aura les data managers, les mathématiciens. C'est pour ça que d'un point de vue éthique, j'ai insisté un peu là-dessus, parce que je pense que l'académie, elle a un rôle là-dedans. Et ça, c'est très important, parce que plus ça va aller, plus ça va être technologique, plus il faut un facteur humain. Qu'est-ce que tu penses de l'approche holistique qu'ont les Chinois, les chirurgiens chinois qui disent, OK, je vais opérer cette dame, j'aurai peut-être un robot dans la salle ou un robot humanoïde, même pourquoi pas, mais j'exige qu'elle ait avant une consultation pour que j'essaye d'imaginer qui elle est, c'est quoi ses attentes, c'est quoi son image de soi, etc. Et après l'intervention, ils refont la même chose. Où est-ce qu'on en est dans les attentes de cette femme, dans sa vie, dans son contexte social, etc. Donc une approche humaine, je trouve vraiment avant et après et pendant beaucoup de technologies. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est bien les Chinois qui ont fait carrément un hôpital entièrement virtuel avec des consultations. Ils font tout en virtuel. Ils ont créé un hôpital avec des patients, 3 000 patients dedans, d'après ce que j'ai vu, et tout est virtuel. Donc, ils sont en avance de ce côté-là, c'est vrai. Alors, ça peut être bien, mais alors j'ai du mal. Alors, c'est peut-être moi, peut-être que je me trompe. Pourtant, je suis allée à Beijing quand même et j'ai vu certains hôpitaux. La seule chose que j'ai du mal, c'est que, alors, le patient chinois ne se comporte pas comme un patient occidental. Je peux vous le dire déjà, en consultation. Donc, à la limite, tout ce qui est intelligence artificielle et tout, c'est plus facile là-bas qu'en Occident. Nous, on aura du mal un peu à accepter, je peux vous le dire. Mais en Chine, c'est beaucoup plus simple. Parce que, alors oui, il y a l'effet masse. Eux, ils veulent du résultat et ils croient. Tout ce qu'on leur dit, ils croient. C'est-à-dire, ils obéissent. C'est un peuple obéissant. Il ne faut pas oublier ça. Et en Occident, on verra. Donc, est-ce qu'on peut faire copie conforme? Je ne suis pas sûre encore. Mais c'est vrai que là-bas, ça va être plus simple. C'est pour ça que c'est déjà intégré. Personnellement, l'approche holistique, moi, je pense que c'est avant, pendant et après. C'est comme ça que je verrai la chose. Mais il est vrai que continent asiatique, j'ai vu que l'approche clinique, même en consultation, elle est complètement différente. Vraiment complètement différente. Donc, c'est pour ça que ça marche peut-être plus rapidement et plus simplement. euh, Tout ce qui est virtuel, simulation et implication de l'intelligence artificielle. Elle est déjà en pratique là-bas. Ça, c'est clair. Mais le peuple a accepté. Mais en novembre, ils font leur congrès, la nationale, sur cette approche Ouais, holistique. ben justement. Donc, on regardera. Ah oui, on Hein. regardera. Et ils ont été les fondateurs, en tous les cas, je peux être sûr, de ce qu'on appelle la precision surgery. Le Mm. concept de precision surgery vient de chez eux d'ailleurs. Donc, oui, on verra. Et une dernière question qui nous vient du docteur Devalet. Excusez-moi, j'avais débranché le micro. Oui, merci de cette communication que je trouve extrêmement intéressante, mais la question que je voulais vous poser, n'est-il pas trop tard et depuis longtemps? Parce que la question, c'est pas de savoir, on a eu des nombreuses communications à l'Académie de chirurgie, et je me souviens d'une en particulier en fin d'année, enfin juste avant les vacances d'été, où la question était de savoir non pas quand la machine allait remplacer l'homme, mais non pas si la machine allait remplacer l'homme, mais tout simplement quand ça allait se faire. Et avec un petit sourire d'ailleurs de certains qui sont très partisans de ça. Le facteur humain étant finalement le maillon faible de techniques qui sont de plus en plus efficaces, y compris sur la soi-disant empathie. Et je voudrais simplement rappeler que l'art en chirurgie, quand Guillen disait que la médecine était un art aux confins de plusieurs sciences, et la médecine et la médecine n'est pas une science. Le soin n'est pas une science. Les connaissances du corps, oui, mais la médecine, l'application n'a jamais été une science. Et surtout pas une science expérimentale, et on le constate tous les jours. Enfin, l'art en chirurgie ou en médecine, ça correspond pas à artiste, qui est un geste esthétique et gratuit, tandis que l'artisan, au contraire, c'est quelqu'un qui va produire une œuvre qui a une utilité, contrairement à l'artiste.
Voilà. Enfin, juste un mot sur l'éthique. L'éthique qui ressort à tous les coups en disant on va pouvoir contrôler, il ne faut pas oublier l'éthique, etc. Mais l'éthique, ça fait longtemps qu'elle est oubliée. Elle ne concerne parce que nous sommes rentrés dans une époque industrielle où la seule chose qui compte, c'est que c'est la technologie, c'est à l'homme qui va s'adapter, y compris le patient, qui devra s'adapter à la technologie. Et il y a des gens qui poussent à ça et qui ont le pouvoir de le faire. Nous sommes dans une médecine et une chirurgie industrielle, nous dépendons complètement des produits technologiques qu'on nous donne. Et je pense que le problème, on va passer par une période, on va vers une époque de post-humanisme. L'humanisme, d'ailleurs, est une notion qui est occidentale. Et j'ai beaucoup apprécié la réflexion que vous avez faite sur le continent asiatique, où on ne discute pas du même humanisme, pas du tout. Et quand on voit le rapport de l'Académie de médecine du début d'année, dont le rapporteur était Alain-Charles Masquelet, et qui s'affolait du manque de culture philosophique et de base, des cultures générales, avec des jeunes étudiants qui, dans toutes les disciplines, hein, pas qu'en médecine, mais en médecine, ça a un côté quand même un peu important, qui s'affolait du manque de culture générale et qui, comme solution, proposait un module optionnel de philosophie en première année d'études de santé. Moi, je pense que l'éthique, c'est comme un sparadrap qui vient, enfin, du moins tel qu'il est conçu actuellement. Et je dirais simplement un dernier mot, c'est qu'il n'y a, à ma connaissance, dans l'histoire, aucune technologie qui, quand elle a atteint un certain degré d'efficacité, a pu être contrôlée par une quelconque morale ou éthique. Je vous renvoie à tout ce qui se passe actuellement sur le plan militaire. Juste après, je vais terminer. Pour, des fois, comme quoi la réglementation européenne est importante. Je rappelle que l'intelligence artificielle est un dispositif médical et que justement l'IA Act est appliqué et rigoureusement appliqué en Europe, pas aux États-Unis, pas en Chine. Et justement, c'est l'IA sous contrôle humain et c'est le facteur éthique qui est en jeu. Ça, par contre, il faut pas. Je suis pas aussi pessimiste que vous le pensez parce que c'est euh, notre, c'est l'aventure du chirurgien. Je crois tout à fait qu'on a choisi ce métier par passion. On teste les outils, mais on est capable de dire quand ça ne va pas. Et si ça ne va pas, croyez-moi, on ne va pas suivre. Euh, Industriel ou pas industriel. Je pense qu'on a encore cette liberté de décision. Voilà. Féminin.